Un café, une voiture ou même une maison, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on passe notre temps à conclure des contrats de vente. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça implique d'un point de vue juridique? Et surtout, comment réagir si jamais ça tourne mal? Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le contrat de vente en droit suisse. Promis, à la fin, tout sera beaucoup plus clair. Allez, pour se mettre dans le bain, petite mise en situation. Imaginez, on trouve enfin le scooter de ses rêves. On le paye direct, sur place, super affaire. On se met d'accord pour passer le chercher le week-end. Mais là, c'est le drame. Un incendie éclate dans le garage et le scooter part en fumée. La question qui tue, qui perd son argent dans l'histoire? Le vendeur? L'acheteur? Restez bien avec nous parce que la réponse, franchement, elle n'est pas du tout intuitive. Alors, voilà le programme pour tout comprendre. D'abord, on va voir les bases. C'est quoi ce fameux contrat? Ensuite, on regardera les missions du vendeur et les devoirs de l'acheteur. On verra aussi ce qui se passe quand ça déraille et on terminera avec des astuces et les pièges à éviter. C'est parti! Bon, première étape, les bases. Avant de revenir à notre histoire de scooter, il faut qu'on soit tous d'accord sur les règles du jeu. C'est super important pour bien comprendre ce qui va suivre. Alors, un contrat de vente, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est un peu comme un pacte. Le vendeur dit « Je m'engage à te donner cet objet et à ce qu'il soit à toi ». Et de son côté, l'acheteur répond « Et moi, je m'engage à te donner cet argent ». Et voilà, c'est cet accord, cet échange de promesses qui crée le contrat. C'est marrant, non? Le contrat existe même avant que l'objet ou l'argent ait physiquement bougé. Attention, point super important, le droit ne traitait pas tous les achats de la même façon. Il y a une grosse différence entre acheter, disons, un livre et acheter une maison. Pour un objet mobilier, une voiture, un téléphone, peu importe, un simple accord verbal, une poignée de main, ça suffit pour que le contrat soit valable. Par contre, pour de l'immobilier, là c'est une autre histoire. On part d'une maison, d'un terrain. Il faut obligatoirement passer chez le notaire. C'est une sécurité indispensable, on s'en doute bien, vu les sommes engagées. Ok, maintenant qu'on a les bases, concentrons-nous sur le vendeur. Il n'a pas juste à encaisser l'argent, hein. Il a une vraie mission, avec deux obligations principales. Première mission, évidemment, livrer. C'est-à-dire donner le bon objet au bon endroit au bon moment. Logique. Deuxième mission, et elle est tout aussi cruciale, la garantie. Le vendeur doit s'assurer que ce qu'il vend est sans défaut, que ça fonctionne. Et le point clé ici, c'est qu'il en est responsable même s'il n'était pas au courant du problème. C'est un détail qui change tout. Bon, le cas classique, on rentre à la maison, on déballe son nouvel achat, et zut, il est défectueux. C'est hyper frustrant. Mais pas de panique, la loi a prévu le coup. L'acheteur a plusieurs options, plusieurs cartes à jouer pour se défendre. Concrètement, la loi prévoit 3 solutions. Option numéro 1. Si le défaut est vraiment grave, imaginez une télé neuve qui ne s'allume pas du tout, on peut tout simplement annuler la vente et récupérer son argent. Option 2. Le défaut est moins grave, une égratignure sur un meuble par exemple. Là, on peut demander une réduction du prix. Et enfin, option 3, si c'est un article générique, comme une paire de baskets, on peut exiger un échange contre une paire neuve et identique. Et là, attention, petite subtilité intéressante entre la théorie et la pratique. Dans la loi, l'acheteur ne peut pas exiger une réparation. Ce n'est pas une des 3 options de base. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10? Le vendeur propose de réparer l'objet. C'est une solution pratique qui arrange souvent les deux parties. Et si tout le monde est d'accord, bien sûr, ça marche parfaitement. 2 ans, voilà un chiffre à absolument retenir. Pour la majorité des objets du quotidien, un smartphone, un ordinateur, un meuble, la garantie légale est de 2 ans. C'est un minimum, une protection de base obligatoire quand c'est un pro qui vend un particulier. C'est vraiment la sécurité essentielle pour le consommateur. Et logiquement, pour quelque chose d'aussi énorme qu'une maison, la protection est plus longue. On passe à 5 ans de garantie. Ça couvre le bâtiment bien sûr, mais aussi tout ce qui est intégré dedans, comme une cuisine équipée par exemple. Et c'est logique, parce que certains problèmes dans une construction, ils peuvent mettre plusieurs années avant d'apparaître. Allez, on a bien parlé du vendeur, maintenant on change de casquette. On passe du côté de l'acheteur. Parce que oui, un contrat de vente, ce n'est pas que des droits, c'est aussi des devoirs. Il y a des obligations très claires à respecter. Les devoirs de l'acheteur, ça semble évident, non? D'abord, payer le prix convenu. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, accepter la livraison. Et c'est là que ça devient un peu plus subtil. On ne peut pas juste changer d'avis au dernier moment et dire « Ah non, finalement, je n'en veux plus ». Si le vendeur a tout fait correctement, refuser de prendre l'objet sans une bonne raison, c'est considéré comme une rupture de contrat, de la part de l'acheteur. Bon, jusqu'ici, on a vu le monde idéal où tout le monde respecte ses promesses. Mais la vie, ce n'est pas toujours ça. Que se passe-t-il quand ça déraille? Quand le vendeur ne livre pas à temps ou quand l'acheteur ne paye pas? C'est là qu'il faut savoir exactement quoi faire. Ce tableau résume super bien les cas de figure. Si le vendeur est en retard, l'acheteur ne reste pas les bras croisés.
Il peut fixer un dernier délai, et si ça ne suffit pas, il peut annuler la vente. Maintenant, si c'est l'acheteur qui ne paie pas, ça dépend. Et regardez bien le dernier point, il est ultra important. Si l'objet a déjà été livré, le vendeur ne peut pas simplement venir le reprendre. Non, non. Il doit engager une procédure de poursuite pour obtenir son argent. C'est une grosse différence. Ok, on a vu la théorie, passons à la pratique. C'est le moment des conseils concrets, la petite checklist pour que tout se passe bien et pour éviter de tomber dans les pièges classiques. Retour à notre histoire du début, ce fameux scooter qui a brûlé. Alors, qui paye les pots cassés? Le moment est venu de résoudre cette énigme. Et la clé, elle tient en 3 mots, le transfert des risques. Alors, accrochez-vous bien, la réponse, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui perd son argent. Je sais, ça paraît complètement fou, mais c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'en droit suisse, le risque de destruction de l'objet est transféré à l'acheteur dès que le contrat est conclu. Pas à la livraison, non, non, au moment de la signature de l'accord. L'idée derrière ça, c'est de protéger le vendeur qui, lui, a déjà bloqué cet objet spécifiquement pour cet acheteur. C'est vraiment le truc le plus important à retenir. Dès qu'on dit « c'est bon, j'achète », le risque nous incombe. Un autre conseil hyper pratique. Si on reçoit un produit défectueux, il n'y a pas une minute à perdre. Le mot d'ordre, c'est réactivité. La loi est très claire là-dessus. Étape 1, on vérifie l'objet dès qu'on le reçoit. Étape 2, on signale le défaut au vendeur, mais alors sans traîner. Étape 3, on choisit une des options qu'on a vues avant. Si on attend, si on laisse passer des jours, on risque de perdre tous ses droits à la garantie. La loi pourrait considérer qu'on a accepté l'objet en l'état. Allez, pour conclure, voici une petite checklist des bons réflexes. Primo, pour les gros achats, toujours un contrat écrit. C'est la base. Secondo, on met les choses au clair sur qui paye quoi, la livraison, les autres frais, pour éviter les mauvaises surprises. Et enfin, la règle d'or qu'on vient de voir, on vérifie tout de suite et on signale le moindre problème sans attendre. C'est vraiment la meilleure assurance. Et on termine avec une dernière question un peu pour la route. Imaginez, on achète une voiture d'occasion avec une clause dans le contrat qui dit « vendu en l'état sans aucune garantie ». Est-ce que ça protège le vendeur s'il a volontairement caché un énorme problème de moteur? La réponse, et heureusement, c'est non. Un grand non. La loi ne protège pas la malhonnêteté. Une telle clause est annulée si le vendeur a triché. Parce qu'au final, le principe de base de tout contrat, c'est la bonne foi. Et ça, c'est une leçon qui va bien au-delà du simple droit de la vente.